C'est un sujet pour lequel je n'ai pas de conflit d'intérêt et je vais commencer tout de suite par un peu d'interaction avec vous qui êtes là. Qui utilise des aminosides dans le cadre de l'antibiothérapie curative chez ces patients? Est-ce que vous pouvez lever la main? Soyez pas timide. Une grande majorité. Donc le titre du topo est un peu provocateur. Je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite, mais ça va être, on va voir à la fin si on est d'accord. Donc, est-ce que les aminosides ont toujours une place dans la stratégie antibiotique curative? Les aminosides, comme vous le savez, sont des antibiotiques qui sont bactéricides, concentration dépendants, qui s'administrent le plus souvent en association avec une bêta-lactamine, en tout cas le plus souvent en bithérapie. Et donc, qu'est-ce qu'on attend? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on attend d'une combinaison d'antibiotiques incluant un aminoside? Le plus souvent, ce qui vient naturellement en tête, et la première raison, c'est d'élargir le spectre antibactérien pour éviter le risque d'une antibiothérapie inadaptée. Donc ça, c'est quelque chose d'important, notamment chez les patients qui ont les infections les plus sévères et ou les infections qui impliquent des bactéries qui sont plus difficiles à traiter, qui risquent d'échapper au spectre de la première molécule antibiotique. Donc élargir le spectre, c'est bien, mais trop d'élargissement peut être néfaste. Vous savez que un des paramètres les plus importants qui explique le développement de la résistance bactérienne aux antibiotiques, c'est l'utilisation irraisonnée des antibiotiques chez l'homme et chez l'animal, qui a conduit à la sélection des bactéries résistantes. Donc pour toute antibiothérapie, il va falloir se poser la question, et pour quelques molécules que ce soit, de la balance entre mettre une antibiothérapie par excès et ne pas mettre une antibiothérapie alors qu'il aurait fallu en mettre une. Le défaut d'antibiothérapie va conduire, dans le cas d'une infection bactérienne notamment grave, à un risque de non-guérison, d'évolution vers le choc septique ou vers le décès. Et un excès d'antibiothérapie, à l'inverse, si j'en donne au patient alors que le patient n'en a pas besoin, le risque, c'est l'émergence de bactéries multirésistantes, dont Aurélien va parler tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, le risque de colite à Clostridium difficile, de toxicité, d'allergie, de coût. Cette balance bénéfice-risque, elle est pertinente et pour les bêta-lactamines et pour les aminosides et tout antibiotique. Alors effectivement, dans les recommandations pour les infections les plus graves, et celles que nous on a traitées, les infections les plus graves, c'est le sepsis et le choc septique, les recommandations préconisent, quand on a un sepsis ou un choc septique qui implique avec une haute probabilité une bactérie multirésistante, ils suggèrent, dans la dernière révision des recommandations, d'utiliser 2 antimicrobiens, et le plus souvent, le deuxième antimicrobien est un aminoside. Il y a tout de suite, cette préconisation est tempérée chez des patients toujours avec ce même niveau de gravité, en sepsis ou en choc septique, qui ont un faible risque d'avoir des bactéries multirésistantes, plutôt une suggestion contre. Donc ce n'est pas systématique. Et lorsqu'on regarde les différentes pathologies d'infections graves et les recommandations qui s'y réfèrent, on a par exemple ici les recommandations pour les pneumonies associées aux soins en réanimation. Il est recommandé de traiter plutôt en monothérapie, en probabiliste, on parle de l'antibiothérapie probabiliste pour l'instant, chez le patient immunocompétent, en dehors de la présence de facteurs de risque de bactéries multirésistantes ou de BGN non fermentants, et ou de facteurs de risque élevés de mortalité, choc septique ou défaillance d'organes, avec un grade 1 plutôt recommandé de traiter en monothérapie. Et ça s'illustre ici, donc quand on a une pneumonie précoce, donc le plus souvent avec des bactéries de type communautaire, et que le patient n'est pas en choc septique, on n'a pas d'indication à mettre des aminosides. En revanche, lorsqu'on a une pneumonie précoce et un choc septique, là, les aminosides sont recommandés dans ces recommandations de 2017. Lorsqu'on a une pneumonie plus tardive qui expose à un risque plus élevé de bactéries multirésistantes, on va avoir une indication à mettre des aminosides, toujours bien sûr si le patient est en choc septique, mais aussi s'il a une antibiothérapie dans les 90 jours précédents, s'il a une défaillance d'organes importante, et les défaillances d'organes importantes qui sont indicatives ici, c'est le SDRA et l'épuration extra-rénale. L'autre grand type d'infection pour lesquelles les aminosides, sans doute, vous avez levé la main tout à l'heure, sont les infections urinaires. Donc on parle des pyélonéphrites aiguës et
des infections urinaires masculines communautaires, on a des recommandations qui datent de 2018, qui ont été remises à jour en 2019 dans le cadre de recommandations HAS. Et là encore, c'est la gravité du patient qui va décider de la nécessité ou pas de mettre des aminosides. Et qu'est-ce que c'est une infection urinaire grave ? C'est une infection urinaire masculine, mais dans le cadre des pyélonéphrite, c'est une infection avec un choc septique, bien sûr, toujours, avec un quick SOFA avec des signes de sepsis, donc avec un quick SOFA supérieur ou égal à 2. Je vous ai remis les 3 items parmi lesquels, lorsqu'il y en a 2, le quick SOFA est positif. Et ce qui nous intéresse en anesthésie, réanimation, médecine périopératoire, le fait d'avoir un geste urologique, sans que ce soit un sondage vésical simple, bien sûr, mais une montée de Gigi, par exemple, au bloc opératoire. Tout ça, ce sont des signes de gravité qui indiquent, même en communautaire, la nécessité de mettre en place une antibiothérapie associant un aminoside. Pas d'aminoside dans le cadre communautaire quand il n'y a pas de signe de gravité. Dans le cadre des infections urinaires associées aux soins, pyélonéphrite et infection urinaire masculine, là encore, sont les signes de gravité qui vont entraîner l'administration et l'indication à l'amicacine, mais aussi, bien sûr, si on a parmi lesquels il y a l'indication de drainage des voies urinaires. Le troisième grand cadre des infections pour lesquelles on va mettre des aminosides sont les infections intra-abdominales. Alors on a les recommandations parues en 2015 qui sont déjà un peu anciennes sur la prise en charge des infections intra-abdominales. Elles sont mises à jour en 2019 et en 2023, mais ça ne change pas grand-chose par rapport à 2019. Les infections intra-abdominales, ce n'est pas uniquement la péritonite, donc c'est un peu plus large. Donc toutes les infections digestives ou biliaires, lorsqu'elles sont communautaires et que le patient présente un signe de gravité, on associera l'amoxicilline, le piperacilline tazobactam et l'amicacine. Et lorsqu'on a une infection intra-abdominale communautaire sans signe de gravité, on peut associer aussi l'amicacine, mais on a d'autres alternatives qui épargnent un peu l'amicacine. En revanche, lorsqu'on a une infection intra-abdominale associée aux soins avec signe de gravité ou même sans signe de gravité, dans tous les cas, on associera l'amicacine. Donc des recommandations qui laissent la place à l'administration des aminosides. Lorsqu'on recherche le niveau de preuve sur lesquels sont adossées ces recommandations, c'est là où le sujet du topo peut se poser effectivement, parce que le niveau de preuve, alors la Surviving Sepsis Campaign est assez claire d'emblée quand on regarde ce qu'il y a juste à côté des recommandations. Sont des recommandations de faible niveau. Et lorsqu'on s'intéresse un petit peu à la littérature sur les aminosides, vous savez qu'il y a 2 périodes, et je vais aller directement à la période d'intérêt. Il y avait une période où l'administration des aminosides était en 2 fois par jour, et ça, ce sont des études qui sont plutôt anciennes, qui datent d'avant les années 2000 et qui traînent beaucoup dans les méta-analyses que vous pouvez trouver si vous analysez la littérature. Cette revue et cette méta-analyse plus récente de 2020, elle est intéressante parce qu'elle s'intéresse à comparer une monothérapie par bêta-lactamine versus une combinaison bêta-lactamine plus aminoside administrée en une seule injection, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qui est recommandé déjà depuis un certain nombre d'années, et elle regroupait 4 essais randomisés contrôlés, seulement, entre guillemets, sur toute l'histoire de la littérature, et 5 cohortes rétrospectives avec environ 4000 patients. Et lorsque les auteurs ont comparé bêta-lactamine plus aminoside versus bêta-lactamine dans des infections sévères, celles qu'on vient de voir, et en fait, on n'a pas de gain de mortalité, l'odds ratio de mortalité, et il n'y a pas de différence significative en termes de mortalité, de guérison clinique, voire même de néphrotoxicité, pour autant qu'on administre les aminosides en une seule injection par jour. Donc assez décevant, effectivement, alors même si les auteurs concluent que cette méta-analyse elle est limitée par la pauvreté de la qualité des essais randomisés contrôlés, que l'absence de preuve ne signifie pas preuve de l'absence, néanmoins on a des difficultés à justifier cette attitude large de prescription des aminosides. D'un point de vue microbiologique, pourtant, on a effectivement sur ces données ONERBA 2018 l'évolution ici en abscisse sur la première ligne de chaque tableau d'Escherichia coli en haut et Pseudomonas aeruginosa en bas. Et on peut voir qu'entre 2000 et 2018, le pourcentage de souches sensibles d'Escherichia coli et de Pseudomonas aeruginosa au bêta-lactamine baisse. On était à 100% et on baisse à 92%. Et là, on était à 85 ou 90% et on atteint 80%. Alors que la sensibilité aux aminosides est plutôt relativement stable et reste assez élevée.
Donc on se dit que, effectivement, quand je rajoute, pour un certain nombre de patients qui pourraient en bénéficier, des aminosides, on rattrape en partie un éventuel trou du spectre par cette diminution de sensibilité aux bêta-lactamines. Lorsqu'on s'intéresse à des données un tout petit peu plus anciennes pour savoir justement si on arrive à gagner des choses en termes de spectre, le niveau de preuve est encore plus faible puisqu'on a cette étude rétrospective observationnelle dans 5 réanimations en Espagne, 183 épisodes de PAVM monomicrobienne à Pseudomonas aeruginosa, et les auteurs ont comparé, donc c'est du rétrospectif avec tous les biais que vous connaissez, des biais mesurés et des biais non mesurés, et lorsqu'ils ont comparé l'antibio empirique par monothérapie versus l'antibiothérapie associant 2 traitements, et le plus souvent un aminoside, contre Pseudomonas aeruginosa, il y avait effectivement un pourcentage d'antibiothérapie inadaptée plus important dans le groupe monothérapie, 91%, versus 57% dans le groupe bithérapie, mais c'est une analyse en univarié. Les facteurs confondants sont très peu recherchés et détaillés, et l'analyse multivariée qu'ils ont faite, c'est uniquement les variables indépendamment associées à la mortalité. On voit que le fait d'avoir une antibiothérapie inadaptée, effectivement, c'est associé à une mortalité plus élevée. Mais lorsqu'on compare avec le fait d'avoir une monothérapie en elle-même, ce facteur-là n'était pas associé à une surmortalité. Donc c'est un niveau de preuve un peu indirect en se disant que si je rajoute des aminosides, j'ai plus de chances d'avoir une antibiothérapie appropriée, et le fait d'avoir une antibiothérapie appropriée augmente les chances de survie, mais c'est, vous voyez, quelque chose de très indirect avec des facteurs confondants à chaque étage de cette réflexion. Donc les aminosides sont recommandés en antibiothérapie probabiliste dans le sepsis et le choc septique, dans les infections graves à BGN, mais avec un niveau de preuve très faible, peut-être par le biais de moins d'antibiothérapie inappropriée. Ce qu'on peut attendre, en plus de cet élargissement du spectre, c'est d'augmenter l'efficacité antibactérienne. Et notamment, c'est le cas de la synergie bactéricide, où l'action des 2 antibiotiques ensemble serait supérieure à la somme des actions de chacun. L'intérêt théorique, vous le savez, dans vos souvenirs au moins d'infectiologie et de microbiologie, c'est dans les endocardites à cocci à positif. Et même dans cette pathologie-là, quand on regarde l'évolution des recommandations, et notamment ce papier au titre équivoque en 2020, notamment par l'équipe de Jean-Luc Ménardi, les aminosides, est-ce qu'il est temps de leur dire au revoir, même dans l'endocardite? Alors on ne leur dit pas complètement au revoir, mais néanmoins, vous voyez qu'il y avait une stratégie ici de proposition qui a été reprise en partie sur certaines recommandations en 2023 sur les recommandations de l'endocardite pour diminuer et faire moins de place aux aminosides dans cette pathologie-là. On peut espérer une meilleure diffusion au niveau du site infecté lorsqu'on donne un antibiotique in situ. Et c'est le cas, par exemple, lorsqu'on choisit de traiter pour les aminosides. Vous savez que la diffusion des antibiotiques dans le LCR est très altérée. Elle est très mauvaise quand les aminosides, quand ils sont donnés par voie systémique, ne passent pas du tout. Mais on peut les donner, et c'est une utilisation RAMM, mais qui est dans les recommandations. On peut faire de l'instillation de l'antibiothérapie curative en utilisant des aminosides en intraventriculaire lorsque le patient a une dérivation ventriculaire externe, et ça fait partie de l'arsenal thérapeutique en antibiothérapie curative. On peut aussi donner, et ça a été décrit, et c'est dans les recommandations de 2017, avec un grade 2+, donc assez faible, mais avec un accord fort, administrer des aminosides par nébulisation. Lorsque, et c'était le cas dans ces recommandations, lorsque particulièrement l'infection implique un bacillogramme négatif multirésistant. Lorsqu'on regarde le niveau de preuve, là aussi, on est assez déçu. Cette étude qui est parue après les recommandations dans Lancet Infectious Disease en 2009, l'étude INAL, 153 réanimations, 25 pays, une étude financée par l'industrie, 508 patients avec une PAVM causée par un BGN multirésistant ou à très fort risque d'être causé par un bacillogramme négatif multirésistant. Ils ont randomisé l'amicacine par voie inhalée versus des aérosols de sérum phi. Et là encore, pas de différence significative entre
les deux groupes en termes de survie, et même dans les critères de jugement secondaire, pas grand-chose. Alors, ce qu'il faut savoir, dans les limites de cette étude, c'est qu'il y avait 47% des patients non infectés à bactéries multirésistantes. Donc, c'est sûr qu'on privilégiera cette voie d'administration pour ce type d'infection. L'antibiothérapie intraveineuse, ils ont été très performants parce qu'elle était active sur tous les micro-organismes identifiés, donc pas grand-chose à gagner en termes d'élargissement du spectre, puisque l'antibiothérapie initiale était déjà très efficace. Une étude positive, pour changer, qui est parue dans le New England en 2023. C'est un petit peu, c'est l'aminoside, l'amicacine donnée par voie inhalée, mais en termes de prévention des pneumonies associées aux soins. Et le but, c'est d'administrer plus profondément au niveau du parenchyme, d'agir sur le biofilm aussi qu'il y a autour de la sonde d'intubation. Donc chez 847 patients qui ont été randomisés entre amicacine inhalée versus placebo, c'était des patients qui devaient être sous ventilation mécanique depuis au moins 72 heures. Et donc, ils ont été randomisés pour recevoir soit de l'amicacine inhalée, soit du placebo. C'était essentiellement des patients, c'est une étude française multicentrique, avec essentiellement des patients avec un motif d'admission médicale. Beaucoup de patients infectés, vous voyez que 80% des patients avaient une antibiothérapie systémique au moment où cette antibiothérapie a été introduite. Donc je vous ai dit, c'est une étude qui est positive avec ici en ordonnée le critère de jugement principal qui était l'incidence d'une pneumonie associée aux soins dans les 28 jours qui suivaient, et plutôt moins de pneumonie associée aux soins avec l'amicacine par voie inhalée par rapport au placebo. À noter, donc il y a une différence significative, mais un très haut pourcentage de pneumonie acquis sous ventilation mécanique dans le groupe placebo, 22%, ils s'attendaient à 12%. Je passe assez rapidement avant de conclure, sur comment bien administrer les aminosides. Je répondrai à vos questions si vous en avez, mais on sait que ce sont des antibiotiques concentration dépendants, donc qui s'administrent par voie intraveineuse, avec un dosage du taux pour l'efficacité, un dosage du taux résiduel, du taux au pic pour l'efficacité, du taux résiduel pour la tolérance, et ça se donne en administration courte, pour un faible risque de néphrotoxicité, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de bénéfice à poursuivre le traitement au-delà, et ça a été montré notamment dans cette étude ancillaire de idiapason publiée en 2023, où il n'y avait pas de bénéfice à avoir une bithérapie chez les patients traités pour une PAVM à Pseudomonas aeruginosa. Dans cette étude, pas de bénéfice et un risque de toxicité rénale important. La conclusion, eh bien oui, je suis d'accord avec vous, il y a toujours une place pour les aminosides en antibiothérapie curative, mais je l'ai partagé avec vous, un niveau de preuve qui est quand même très faible. La place, c'est l'antibiothérapie probabiliste du sepsis, du choc septique, des infections graves à BGN, et on a vu les différents foyers infectieux concernés. En antibiothérapie définitive pour certaines endocardites à coccyagrammes positives. En administration in situ, par voie intratécale pour les ventriculites, mais un faible niveau de preuve. Par voie inhalée pour les PAVM, pour l'instant, on n'a pas de preuve très importante de l'efficacité. Est-ce que ça aura sa place en prophylaxie des PAVM par voie inhalée? Il y a une belle étude, mais qui devra être confirmée. Je vous remercie pour votre attention.